Bonjour à tous, merci d'être nombreux à suivre cet échange donc, sur un sujet un perpétuel renouvellement, le brand content, sa dimension actuelle, les attentes des marques et de leurs agences, puisque c'est le cœur du sujet vis-à-vis du brand content, les nouveaux KPI également pour suivre l'efficacité de ces formats. Ce sont tous ces sujets que nous allons aborder ce matin. Alors, un grand merci à l'UDECAM pour organiser ces rencontres et à Sébastien Danet de m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Juste en un mot, Marketing Magazine, dont j'ai la direction de la rédaction, c'est une marque qui fête ses 30 ans cette année et qui anime une communauté de CMO des bancs de l'école à leur pratique professionnelle, donc au long cours. Alors ce matin, donc j'ai la joie d'être avec Sylvia Tassantofola, DG de TF1 Pub, Bertrand Bodichon, CEO de Mediabrand, Adèle Tanguy, directrice du pôle contenu de 366, et Bertrand Nadeau, DG d'Omnicom Media Group. Bienvenue à tous les quatre. Merci de votre présence ce matin. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous, la traditionnelle question, vous et puis votre périmètre. Sylvia, pour commencer, peut-être. Alors bonjour à toutes et à tous, moi je suis Sylvia, je travaille donc chez TF1, je suis directrice générale de TF1 Pub et ce qui est important peut-être de préciser par rapport au sujet de ce matin, c'est que nous on est un modèle à plus de 80% financé par la publicité, donc c'est un modèle exigeant, surtout par les temps qui courent, et donc nous notre enjeu c'est comment on a la capacité de s'adapter aux besoins des marques en permanence et comment effectivement on s'inscrit dans une logique de révolution permanente. Donc ça, c'est très important pour nous. Et on va en parler, évidemment. Le digital s'est invité dans tout ça. Mhm. Donc je pense que ça va animer nos discussions. Et sinon, j'ai le plaisir de vous dire que moi aussi, je fête mes 30 ans de carrière professionnelle cette année, dont 20 ans dans les sujets de créativité. Voilà, donc Ouais. j'aurais plein de Donc, choses à dire. votre regard hyper aiguisé ce matin. Adèle Tanguy, directrice du pôle contenu de 366. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot de présentation? Je crois que vous avez pas mal d'actualités en ce moment, 366, Oui, sur la thématique. en effet, ça tombe bien. Bonjour, enchantée, Adèle Tanguy. Je viens d'arriver chez 366 il y a maintenant quelques mois, donc c'est un bon crash test d'être face à vous aujourd'hui. On a une belle actualité puisque le pôle contenu aujourd'hui a un nom, ça s'appelle Lumière. C'est pas une agence créative, on n'est pas là pour faire rêver, les agences créa le font très bien. On est là pour adapter des discours de marque nationale face à des réalités locales, puisqu'on ne peut pas s'adresser toujours de la même manière aux audiences en fonction de là où elles sont. À titre d'exemple, on ne peut pas parler de la santé de la même manière en Bretagne qu'on peut le faire sur la Côte d'Azur, parce que certains endroits en fait, font face à des déserts médicaux. On n'a pas le même rapport ici dans cette salle à la voiture qu'on peut l'avoir sur certains territoires. Mhm. Et donc, c'est par ce prisme qu'on adapte les discours et qu'on pense le brand content. Et on le fait avec un studio de production de contenu sur l'ensemble des canaux et avec un réseau et un écosystème local très fort. C'est 250 créateurs de contenu et 5000 micro-influenceurs partout sur le territoire. On va avoir l'occasion d'en reparler, Adèle, effectivement, de cet ancrage local et de son importance. Bertrand Bodichon, CEO de Mediabrand. Oui. Un petit mot de présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand. Donc, moi, je suis président effectivement de Mediabrand, groupe que j'ai rejoint il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. Au début, je suis arrivé pour m'occuper d'Initiative, qui est l'une des 2 agences du groupe, où j'ai eu la chance de travailler avec Thomas. Et j'ai été nommé président de Mediabrand donc en octobre dernier. Moi, le thème de la journée m'intéresse particulièrement parce que j'ai passé d'abord 10 ans dans la pub, côté pub, donc de l'autre côté, chez DDB, avant de basculer dans les médias, parce que j'avais une formation de financier à la base, et je me disais que la com étant un super levier d'ROI, je trouvais qu'on ne le mesurait pas tout à fait assez quand on était du côté créa, et quand on est du côté média, j'ai réconcilié mes 2 cerveaux. Donc on est on est la 6e agence du marché, une petite taille, une taille humaine, qui met tout sur la proximité des salariés et la proximité des clients pour se différencier auprès de clients locaux. Très bien, merci Bertrand. Et l'autre Bertrand, Bertrand Nadeau, DG d'Omnicom Media Group. Un petit mot de présentation, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Effectivement, 2 Bertrand à une même table, c'est assez rare.
Mais on s'habitue. Tout à fait. Moi, j'ai la chance de maintenant présider OMD France depuis l'été dernier. Ça fait 8 ans que je suis au sein de Omnicom Media Group. Et j'ai commencé mon aventure chez Omnicom Media Group en dirigeant la structure Fuse, dédiée à un certain nombre de choses, mais dont du brand content. Donc, ça fait quelques années que j'ai eu la chance d'explorer aussi ces territoires. J'en avais fait avant, j'ai travaillé dans les médias et j'ai d'ailleurs collaboré longtemps avec Sylvia sur ces sujets-là aussi au sein de TF1. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Merci. Très bien. Alors, Charlotte l'a dit en introduction, hein, l'heure est au renouveau de la discipline pour le contenu de marque. La créativité est au cœur de tous les sujets. Contenu interactif, divertissant, utile, engagé, pratique, social. Le contenu imaginé par une marque doit être en adéquation avec ses valeurs, son ADN. Première question, quelles sont selon vous les attentes des marques et de leurs agences vis-à-vis du brand content? Est-ce qu'il y a un véritable marché du brand content? Et quels sont les freins qui sont persistants? Peut-être Adèle pour commencer. Sur ce marché. Je pense que c'est de créer un lien le plus authentique possible avec des audiences, et je pense qu'ils ont tout pour le faire, puisque les marques sont réellement engagées et elles ont des choses à raconter. Donc c'est un temps long, c'est des nouveaux formats qui leur permettent aussi cet accès du faire savoir et de la preuve par du témoignage, de la preuve par de l'incarnation. Alors évidemment, on peut faire le meilleur des contenus, mais si on l'imagine pas comme un objet média à part entière, ça n'a aucun sens, parce que ça peut être perçu, là, pour le coup, comme uniquement, en fait, un coût. Donc, il faut et du sens, évidemment, et de l'amplification, là où sont les audiences et là où elles seront plus réceptives. Est-ce que vous identifiez des freins chez les annonceurs sur ce format-là? Non, les freins, c'est uniquement si on pense contenu sans penser plan média dans sa globalité. Okay. Le brand content, c'est héroïste à partir du moment où en fait, on peut l'ancrer en fait, dans l'ensemble. L'enjeu principal, c'est d'adapter leur discours, encore une fois, le faire savoir et accompagner les Français. Je rappelle quand même que les Français aujourd'hui ont plus confiance aux marques, aux politiques. C'est pas rien, il y a beaucoup d'attentes et ça ne veut pas dire uniquement de l'engagement, c'est aussi des moments de plaisir, des moments de partage, créer de l'expérience pour l'ensemble en fait, de nos communautés. Bertrand Nadou, alors je crois que vous avez une vision assez singulière. Vous dites que non, il n'y a pas de marché du brand content. Non, ce qu'on a préparé, ce que je te disais, c'est que si déjà on revient aux objectifs d'une marque, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin de se faire aimer, elle a besoin à la fin qu'on achète ses produits, donc elle a différents objectifs. Ce qu'on appelle le brand content peut être une des réponses à l'un de ces objectifs. Après, la question de savoir s'il y a des marques qui viennent nous dire « Bonjour, je voudrais faire absolument du brand content, qu'est-ce que tu peux me proposer cette année ?» Je disais simplement que je pense que la question ne se formalise pas comme ça. Pas de cette manière-là, pas aussi simplement. Pour autant, évidemment, le contenu de marque est une réponse à un des objectifs que je donnais. On pourrait passer après, je pense, toute la matinée à essayer de définir d'ailleurs ce qu'on met dans brand content. On n'aura probablement pas assez de temps. Donc moi je te dirais aussi tout simplement, c'est que si on est sur l'étymologie du brand content, il faut qu'une marque, l'objectif c'est d'essayer de raconter quelque chose, donc il faut qu'elle ait quelque chose à dire, il faut qu'elle ait envie de se raconter, et donc il y a des formats pour ça qui sont plus ou moins adaptés. Voilà ma vision. Je vois que Sylvia a un petit regard en coin, donc quel est votre avis, Sylvia, sur ce sujet? Alors, je ne suis pas en opposition avec Bertrand, mais pour moi, il y a un marché du brand content, dans le sens où ça a été un marché qui a été créé dans les années 90 par les agences médias. J'y étais à l'époque, c'était notamment Cara. Et donc, il y a bien eu une organisation, une structuration, où de se dire finalement, on top de la gestion des stratégies médias, comment on a la capacité, dans une logique push, de pouvoir créer effectivement des propositions on top. À l'époque, ça s'appelait la Big ID, etc. Donc, mais c'était toujours finalement très cherry on the cake. Et c'était toujours dissocié du rationnel stratégique. Donc on arrivait toujours à côté. On nous appelait d'ailleurs les oreilles du Mickey à l'époque, parce que voilà, on arrivait avec nos idées, on pitchait, et puis ça passait pas, etc. Ça a complètement changé. Il y a toujours ces structures, que ce soit dans les agences, que ce soit dans les régies, même certains annonceurs ont des équipes dédiées pour traiter finalement tout ce qui n'est pas, entre guillemets, corrélé à l'activation classique.
Mais pour autant, maintenant, on n'est plus de cherry on the cake, puisque grâce au digital, il y a effectivement maintenant une démocratisation de cette capacité à une marque de pouvoir gérer de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus courte, des contenus. Après, je faisais sur la définition du brand content. Ouais. La définition du brand content, pour moi, c'est un croisement d'ADN entre les valeurs d'une marque et les codes du média ou du support dans lequel il s'insère ou il s'inscrit. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très exigeant. Donc ça veut dire, je suis en télévision ou en CTV, je fais un documentaire, je fais une série. Donc c'est-à-dire, je ne fais pas de la pub, je ne fais pas de la promotion déguisée. Polymorphe. J'ai bien une capacité à délivrer un contenu, soit informatif, pédagogique, divertissant, pour pouvoir emmener mes consommateurs. Donc ce n'est pas une communication de marque stricto sensu. C'est un croisement et une mutation entre effectivement quelqu'un qui veut émettre un message et le récepteur. Et donc ça, c'est exigeant. Ça, il y a de la réglementation. Donc ça, c'est important, et notamment en France par rapport à d'autres marchés. Donc ça veut dire que on peut pas faire n'importe quoi, et que surtout, il faut bien aussi ne pas tromper le consommateur. Parce que comme c'est un croisement d'ADN, il faut pas faire croire qu'il n'y a pas de marque, et inversement, il ne faut pas qu'il y ait une surprésence, on va dire commerciale ou publicitaire. Donc c'est un jeu d'équilibre qui n'est pas toujours respecté ou facile à exécuter. Évident, absolument. Quelque chose à ajouter, Bertrand, sur ce sujet de la définition du marché, des irritants sur le brand content? Il y a eu longtemps des irritants liés à ce qu'on voulait mesurer quand on faisait du brand content ou du contenu. Mais maintenant que 80% des briefs qu'on reçoit en agence parlent plus de notoriété mais de considération, on a modélisé assez bien chez nous comment la considération d'une marque était formée. Et en fait, elle est formée par deux choses. Une première partie qui est le souvenir publicitaire. On va dire que c'est l'ancien métier de l'agence média qui est d'acheter le plus de parts de voix possible au meilleur prix possible. Et un deuxième élément dans l'équation qui sont les conversations ou la recommandation. À partir du moment où on a modélisé ça, on arrive à dire que on ne suit pas les mêmes KPI quand on fait du brand content, de l'influence, de l'intégration dans du gaming, etc. Mais quand les marques essayent de se différencier et d'émerger, être pertinente et pour les bons publics est une évidence absolue. Donc, on ne vient pas nous voir que pour ça, mais on nous pose désormais systématiquement la question, et ça fait maintenant complètement partie de notre métier que de travailler la considération des marques, parce que la considération, c'est du business. Ok, cette conversion, considération business, on sait l'établir de manière évidente, chiffrée, suivie. Oui, très bien. À partir du moment où on a cette équation bien dans la tête et qu'on mesure les bons KPI quand on fait du brand content, c'est-à-dire pas de la notoriété, mais du bouche à oreille ou de la recommandation, on arrive à modéliser l'effet sur la considération, donc sur le business. Et puis pour éviter, on s'est pas mal structuré aussi pour éviter le côté cherry on the cake et truc qui sort un peu de... Parce qu'on a eu quand même une longue période où le brand content était assez décorrélé de la vraie stratégie de marque. Oui. Nous, ce qu'on a fait chez Media Brands, et je sais que c'est le cas dans quelques agences, on a rattaché les opérations spéciales au département planning stratégique pour être sûr que justement ces opérations de contenu... Ça, c'est hyper intéressant. On va en parler en termes d'organisation, justement. Peut-être un peu plus tard. Juste avant ça, on l'a vu là, dans la rétrospective qui a suivi, qui a précédé. On a vu un peu l'apport de l'IA dans ces stratégies de brand content avec de magnifiques campagnes qui ont été assistées par l'IA. Petite question justement, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, c'est quand même la grosse révolution du 21e siècle, cette IA qui arrive dans nos métiers, dans vos métiers. Comment vous voyez ça et comment ça, en termes de créativité, puisque c'est le thème de la journée, et comment ça s'intègre dans les stratégies de brand content? Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui... Allez-y, je vous en prie. C'est une arme très dangereuse. Ouais. C'est super intéressant parce que pendant très longtemps, on avait le monde des agences médias qui avait tendance à découper les audiences, à découper les communautés et à surmultiplier la demande de messages. Et de l'autre côté, on avait... des agences créa qui n'étaient pas encore tout à fait équipées pour sortir cette personnalisation des messages au meilleur coût. L'IA, en théorie, et en pratique aussi, est une façon d'adapter des campagnes à tous les formats,
à toutes les communautés à un coût beaucoup plus raisonnable. Mais donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça rend possible la personnalisation qu'on appelait tous de nos voeux depuis que le digital existe. Maintenant, c'est dangereux parce que quand on veut faire de l'émergence et qu'on s'en remet trop à l'IA, l'IA a tendance à... C'est une superbe machine à uniformiser. On a vu avec tous les exemples là que justement, c'est tout sauf de l'uniformisation si on veut créer de la pertinence. Donc, c'est une arme dangereuse. Qui Il y a l'effet waouh aussi aujourd'hui. Mais absolument, mais ça permet de réduire les coûts de production, mais il faut faire super gaffe de maintenir l'émergence de marque et son unicité. Sylvia n'est pas d'accord, elle va nous expliquer pourquoi. Alors, non mais ça devient une habitude chez moi. Déjà, c'est pour réveiller tout le monde dans la salle, voilà. Non mais évidemment, enfin, je comprends ce que tu dis évidemment, mais pour moi, c'est pas une arme et c'est pas dangereux si on décide que ça ne le soit pas. Pour moi, je considère que déjà, c'est pas une arme, c'est un outil. Si on décide de considérer que c'est un outil, c'est juste un moyen, ce n'est pas une finalité. Première chose. Deuxième chose, c'est pas non plus super récent non plus. Il y a distinction entre IA et IA générative. Mais en tout cas, pour moi, ce que je trouve intéressant dans l'IA aujourd'hui, dans ce que tu disais très justement, le rapport au coût et le rapport au temps, c'est que ça amène une forme de démocratisation et d'accessibilité pour tout le monde. Et notamment pour les plus petits ou moyennes marques. Parce que comme l'IA est en open source, beaucoup, ça remet de l'équité. Et finalement se dire, je peux monter grâce à l'IA, qui est un outil, des opérations qui sont effectivement à ma portée, dont j'aurais pas eu forcément les moyens par le passé. Parce qu'il faut se le dire, de nouveau, quand on disait très justement ensemble, le brain content, tout ça, les opérations spéciales, c'est cherry on the cake, etc. Parce qu'il y avait un rapport à l'argent, il y avait un rapport au budget et la corrélation entre je choisis mon court terme, je soutiens mes ventes, ou est-ce que je vais effectivement me lancer dans la logique de considération dont parlait Adèle, de tout ça. Et là, dans ces cas-là, je n'aurais pas forcément un ROI immédiat. Donc, je trouve ça hyper intéressant que la technologie apporte finalement cette capacité à remettre tout le monde dans le jeu. Après, je suis d'accord avec toi, c'est que comme ce n'est qu'un outil, il ne faut pas en faire autre chose. Et en fait, j'avais lu récemment une agence, désolée, j'ai oublié son nom, qui disait il y a une distinction à faire entre des campagnes intelligentes et des campagnes d'idées. Probablement que les campagnes intelligentes, donc qui utilisent cet outil, sont là pour maximiser ce que tu dis. Je peux personnaliser à l'infini, etc. Machin. Et ça, ce sera probablement une dominante. Une dominante. Parce qu'il y a un moment, je suis marque, dans un monde hyper fragmenté, hyper sollicité, 1 milliard d'écrans, 1 milliard de machins, je vais avoir besoin de produire plus agile, plus rapidement. Donc l'IA, finalement, est une opportunité. Et en parallèle de ça, il y a un distinguo à faire avec les campagnes dites d'esprit, de créativité, d'idées. Ouais. Donc, et ça, c'est évidemment le rôle de l'humain. Tu peux prompter ce que tu veux. Si à la base, tu promptes n'importe comment, ou si effectivement, tu ne challenges pas la machine, bon, bah voilà, tu auras un truc chiant, etc. Ouais. Mais il faut se dire que les deux cohabiteront, ou les deux se serviront. Donc, moi, finalement, vous êtes d'accord parce que les deux cohabiteront, mais il faut quand même ça prendre veut dire précaution. de l'autorégulation, de nouveau, pas tromper le consommateur. Certaines agences, je trouve, Créa, ce sera intéressant d'entendre Bertie tout à l'heure, commence d'ailleurs à flaguer. Attention, j'utilise de l'IA, etc. Pour pas tromper. Nous, quand on fait 7 à 8 et qu'on utilise de l'IA, on prévient le téléspectateur. Attention, là, c'est... voilà, donc pour justement ne pas créer de la confusion. Donc ça demande de l'autorégulation, ça demande de bien prévenir et ne pas rompre le contrat de confiance. Avec Mais pour moi, c'est une formidable opportunité, surtout dans des conjonctures économiques extrêmement contraintes et surtout le plus important, dans ce monde où pour exister, il faut avoir une capacité de réaction beaucoup plus forte, beaucoup plus agile, plus rapide. Et c'est ça que ça amène. Et après, il y a quand même un frein dont on n'a pas parlé dans la question précédente, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc c'est pour ça que pour moi, la corrélation avec la technologie est très vertueuse. Et je trouve que ça redonne de la dynamique, ça redonne des potentialités extrêmement intéressantes. Et juste petit défi dans les tables rondes futures, c'est la présentation de Léopold et du petit film de Léopold. C'était un peu tristoun l'histoire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cas français. Donc l'autre frein en France, c'est le rapport au risque. C'est le rapport à l'audace. Donc qu'est-ce qu'on dit de ça et qu'est-ce qu'on fait de ça?
Très juste, merci Sylvia. Justement, on va parler des campagnes que vous avez trouvées particulièrement innovantes, remarquables en termes de brand content. Qui veut partager un petit peu sa pige, entre guillemets, ou les campagnes que vous avez déployées et dont vous êtes le plus fier? Peut-être Adèle. On va entendre les agences nous dire de quoi ils sont fiers. Adèle. Alors, oui, en effet, je me lance. On est très fiers parce que déjà, 366, c'est 55 marques régionales sur l'ensemble du territoire. C'est 20 millions de lecteurs chaque jour, mais c'est aussi 30 millions de socionautes au cumul. Donc, on est très fiers d'avoir lancé, il y a très peu de temps, une nouvelle offre qui s'appelle Social Stories. Social Stories, c'est une vidéo 100% brand content, verticale, en in-feed sur les sites et amplifiée en dark post via l'ensemble des réseaux sociaux des éditeurs. Et c'est très fort pour nous en termes de créativité et d'innovation, puisqu'on peut amplifier une vidéo nationale, mais on peut aussi adapter en contenu local une vidéo, d'avoir un incarnant. Et ça, l'IA ne peut pas nous le piquer. Très bien. Parce qu'autant on ne freine pas à l'innovation, donc de toute façon, l'IA est dans nos usages. En revanche, l'expérience, ça, c'est encore chez nous. Donc, avoir un incarnant au sein d'une vidéo connue de son territoire, qui parle d'une marque et ensuite qui est diffusée avec cette caution éditoriale ancrée sur un site et par la suite cautionnée par la marque sur le social, Très pour clair. nous, c'est une innovation dont on est très Je fiers. vous demande juste d'être hyper concis parce qu'on a très peu de temps sur ce. Donc, bien reçu le message, Adèle. Bertrand Nadeau, une campagne qui a retenu votre attention? Il y en a plein. Ce matin, je me disais que j'avais envie de parler de Barbie, qui est probablement peut-être le plus beau produit de brand content. Non, cette année, nous, on est fiers de tout ce qu'on fait déjà. Et pour pas qu'il y ait de malentendus, si je dis que c'est pas industriel, en tout cas, c'est bien professionnel. Tous les partenaires avec lesquels on travaille toute l'année, et aujourd'hui en particulier, c'était dans le thème les plateformes sociales. Qui sont des accélérateurs de ces capacités à intégrer des marques, des bruts, des Webedia. Ce qu'on a fait avec Épicurieux et Webedia pour Dacia nous a rendu très fiers. Et Charlotte, on a beaucoup aimé ce qu'a fait Renault sur Anatomie d'un comeback, documentaire de marque. Voilà. La rencontre entre Éléphant, un producteur audiovisuel, entre un ex-youtubeur auto, Cédric Fréhour, qui a une chaîne qui s'appelle Sans Bornes. Ils ont produit un documentaire de 4 épisodes sur le retour de Renault et de Luca De Meo. 4 épisodes, c'est disponible sur Prime Video, entre autres. Je vous incite à le regarder. Ouais. Je ferai un article sur le compte-rendu de cette table ronde et on mettra les liens. Une campagne à partager avec nous? Cocorico, moi j'en ai 2 qu'on a fait à la maison. Une première, c'est une nouvelle utilisation du sponsoring télé, le bon vieux sponsoring télé. C'est ce qu'on a fait avec Deliveroo et le sponsoring avec Koh-Lanta. C'est très marrant parce qu'il y a 6 ans, Deliveroo avait sponsorisé tout simplement Koh-Lanta, mais juste en mettant des billboards devant. Ça n'avait pas marché. L'année dernière, on a refait un partenariat avec Koh-Lanta. Pourquoi Koh-Lanta? Parce que évidemment, c'est un moment de consommation super important et en famille, donc et à un moment où les gens commandent de la bouffe. Donc ça paraît évident. Mais mettre simplement un billboard devant, ça suffisait pas. Donc on a fait une vraie intégration éditoriale. On a pris la franchise avec pour relayer l'opération et le partenariat sur l'appli, pour créer un menu spécial Koh-Lanta sur l'appli Deliveroo, pour tourner un spot de pub avec Denis Brognard parlant de l'opération et créant une espèce de jeu concours, au-delà de faire des billboards super marrants. Et donc c'est la complexité du dispositif qui retire votre attention, qui fait que vous c'est le fait que c'est une vraie opération 360 qui se relaye jusque dans le produit du client et qui se joue en pleine créativité avec la chaîne et même avec son animateur phare. Et comme par hasard, 6 ans après, c'est la même émission, mais la considération et le business de Deliveroo se sont envolés. Ça, c'est le premier. J'ai pas le temps pour le deuxième. Sylvia, pour finir. On offrait même dans la commande Deliveroo une option insecte pour vraiment avoir la vie d'aventurier. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon.
Moi, je rejoins Bertrand Nadeau. Moi, ça fait 30 ans que j'en fais, donc je les ai toutes aimées, mes opérations. Donc, en fait, du coup, je vais répondre rapidement. Après, ce que j'aime particulièrement, c'est le travail collectif, parce qu'on ne peut pas réussir ce genre d'opération si on n'est pas dans une logique tripartite, médias, agence et marque. Ouais. Ça ne marche pas. Ouais, Et ça, c'est super dur, hein, parce que en fait, parfois, on a du mal à se mettre autour d'une table. Et ça, de nouveau, un vrai sujet. un fil rouge que vous avez abordé tous en disant Ouais. l'implication C'est de un vrai l'annonceur sujet. Et est cruciale. franchement, les plus belles, c'est quand on a bien bossé tous ensemble. Et après, ce que j'aime particulièrement dans chacune des opérations que j'ai pu monter, avoir la chance de monter, c'est ce petit moment quand c'est la première fois que ça passe, ou ce petit moment d'excitation, on se regarde tous et on se dit « Putain, on a innové. On l'a fait. Putain, on l'a fait. » Sylvia, Voilà. est-ce que je peux te C'est demander, Sylvia, en 20 secondes? Voilà, j'avais fini. Non, C'est après, fini. tu n'avais pas fini, j'allais dire, sinon on peut faire un format 20 On l'a secondes fait. Allez. avec un exemple.